Faut-il se battre pour son pays? Les gens qui refusent de se battre pour leur pays sont-ils des lâches? C'est un truc qu'on entend souvent sur les réseaux, et en particulier si vous êtes dans le délire expatriation, si vous êtes dans le délire un peu politique, expatriation politique, etc. Ou si par exemple vous voulez tomber sur une de ces nombreuses vidéos, ces micro-trottoirs où des influenceurs interviewent des jeunes de banlieue et leur demandent est-ce que toi tu te battrais pour la France? Et évidemment ils disent non parce que moi je suis marocain de cœur, moi la France a fait du mal à mon pays, bla 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 bla. Alors, j'avais d'avoir une vidéo le plus objective possible sur cette question. Je vais vous parler du problème en fait avec un point de vue historique. On va parler de cette histoire de se battre pour son pays. Moi déjà, je vous le dis d'entrée de gamme, non, je ne me battrai pas pour quelque pays que ce soit, sauf évidemment si j'y suis obligé. Vous savez que les Ukrainiens ont été obligés, ont été envoyés au front, alors que les Ukrainiennes étaient autorisées à fuir. Et pour ceux d'entre vous qui suivaient un petit peu ces choses-là, je les suis de très loin, je vous le dis tout de suite, mais vous avez vu passer sur les réseaux sociaux toutes ces photos d'Ukrainiennes à Cannes, à Nice, aux États-Unis, en Suisse, qui étaient sur les applications de rencontres, très jolies filles, dans des tenues friolantes. D'autres qui faisaient la fête dans des stations de ski de luxe en Suisse, pendant que les Ukrainiens étaient tout simplement en train d'aller à l'abattoir. Donc si un jour c'est mon cas, je me fais attraper, la police me dit tu y vas, sinon tu prends une balle, alors je serai obligé d'y aller, oui. Mais du coup je vais tout faire pour que ça ne m'arrive pas. Je ne me battrai ni pour la Roumanie, pays dans lequel je suis actuellement, ni bien sûr pour la France, ni pour aucun autre pays que ce soit, et je vais vous expliquer pourquoi. J'espère que vous m'entendez bien, il y a un avion qui passe là qui fait un bordel démentiel. Alors, beaucoup de gens déjà sur internet qui disent non, il faut se battre, il faut se battre. J'aimerais connaître leur âge. Vous dites qu'il faut se battre, mais si vous avez 60 ans, c'est facile à dire, vous savez que vous ne serez pas envoyé. Donc en gros, les autres doivent se battre. Très bien. D'autres personnes disent ça alors qu'elles sont plus jeunes. Peut-être ce sont des femmes par exemple. Mais généralement, c'est plus des hommes qui disent ça. Mais des femmes. Non, il faut se battre, il faut se battre. Mais en tant que femmes, elles savent qu'elles ne seront pas envoyées au front. Donc ce sont des gens qui parlent, évidemment il n'y a pas de risque. Eux ne seront jamais envoyés. Mais il y a d'autres gens qui parlent et qui sont plus jeunes, qui sont peut-être en âge d'être envoyés au front. Moi j'aimerais savoir le jour où vous avez des officiers en uniforme qui toquent chez vous et qui vous envoient au front, quelle serait votre réaction? Et si on vous disait, tu habites dans tel village, tu habites dans le Jura, et ben le 23 septembre, on va venir dans le Jura, on va toquer au hasard. Et on va prendre des maisons au hasard, on va prendre les gens qui sont dedans, ceux qui sont en âge, ils seront envoyés. Est-ce qu'une semaine auparavant, vous n'aurez pas comme par hasard envie de bouger sur Lyon? Ou bouger carrément à l'autre bout du monde pour être sûr qu'on ne vous attrape pas? Est-ce que, prenons l'exemple d'un parent, si vous étiez parent, et qu'un jour, vous avez votre gosse qui peut avoir 16 ans, 17 ans, je vais parler de ce que la France a fait aux paysans à 17 ans, pour les envoyer en guerre. Vous avez votre gamin, il a 16 ans, 17 ans, il est même pas marié. Tiens, d'ailleurs, il y a un passage dans la Bible là-dessus qui est absolument fantastique. Je vais y revenir. Il est même pas marié et il a même pas le bac. T'es sur le point de faire des études, machin, mais il y a un conflit. On toque à la porte. Madame, monsieur, votre fils, monsieur Alexandre, a été sélectionné. Il va devoir aller au front. Qu'est-ce que ça vous ferait? Est-ce que vous ne donneriez pas tout pour que votre fils n'aille pas au front? Il faut savoir qu'historiquement, ce qu'on appelle je crois que ça s'appelle la conscription, le drafting en anglais, c'est-à-dire le fait que les États décident au hasard de prendre des gens dans la population et de les envoyer au front contre leur volonté, c'est quelque chose qui n'existait pas avant la Révolution française. Avant la Révolution française, vous aviez des nobles, enfin ça c'était plutôt du temps du Moyen-Âge, des nobles qui arrivaient et qui passaient un deal avec les paysans, les serfs que vous voulez. Et le deal en fait c'était, je suis ton maître, tu travailles pour moi et en échange, je te protège.
Et ça s'est passé comme ça pendant très longtemps. La légitimité de la noblesse, à la base, venait du fait que le noble, ses alliés, sa famille, devaient potentiellement partir en guerre pour protéger le territoire ou s'armer et aller au front le jour où il y aurait effectivement une attaque. Les choses ont évolué malheureusement bien souvent avec le temps et ça, c'est la même chose d'ailleurs qui s'est passé dans la Rome antique. Les nobles n'ont plus voulu envoyer leurs enfants au front et comme ils avaient les moyens, ils engageaient des armées de mercenaires. Soit dit en passant, ils n'envoyaient jamais les paysans, hein, mais ils engageaient des armées de mercenaires pour faire le travail à leur place. Ce qui a conduit au fil des siècles à une certaine dégénérescence puisque évidemment quand on envoie ses propres fils à la guerre, il y a quand même une sélection naturelle qui se fait et au niveau de ces grandes familles aristocratiques guerrières qui se battaient vraiment, c'était des gens qui étaient des gens vraiment de qualité pour le coup. Mais à cette époque-là, les paysans ne se battaient pas. Jamais on aurait eu l'idée d'envoyer des paysans se faire massacrer. Parce que les paysans, c'est même pas leur terre. Ou alors, quelquefois, s'ils ont acheté la terre, c'est leur terre, mais c'est pas eux qui prennent les décisions. Pour eux, finalement, pourquoi ce territoire est-il si important au regard du noble ? Parce que c'est le sien. Parce qu'il a tout investi là-dedans. Parce que c'est là qu'il a ses alliés, sa famille, ses châteaux. Mais le paysan, s'il doit perdre son lopin de terre et aller travailler dans le village d'à côté, pour lui, c'est tout bénef. Et vous voyez comme ce système avait du sens. À savoir que les gens qui allaient au combat étaient des gens d'armes, ce qui est devenu après des gendarmes, c'était des gens, espace, d'armes. Et en allant au combat, eh bien, ils acquéraient une certaine légitimité, une certaine autorité sur le territoire qui était justifiée par le risque qu'ils prenaient en défendant le territoire. Je ne suis pas un aristocrate. Je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas de milliards et de milliards et de milliards investis dans tel ou tel pays. D'accord ? Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi je me battrais pour ce pays. Parce qu'au regard, quelle que soit ma fortune personnelle, au regard des gens qui sont vraiment haut placés, qui possèdent vraiment les pays, que ce soit les politiciens, que ce soit des gens qui sont issus de grandes familles, qui sont dans des réseaux occultes, etc. Je ne suis rien, je suis un cerf. Alors, pire que d'envoyer des mercenaires qui sont payés et qui sont quand même volontaires pour aller faire sa guerre, il y a eu des développements suite à la Révolution française encore plus dramatiques. Maintenant, ce que font les puissants, puisque les guerres sont presque toujours les intérêts des puissants, hein. Je ne dis pas que des fois, c'est légitime. Hein. Il y a des guerres qui sont légitimes, mais ça sert l'intérêt de puissants. Le puissant, non seulement, bien sûr, ne va pas aller au front. Bien sûr, on n'enverra pas ses enfants au front. Mais même, il envoie les esclaves au front. Les esclaves que nous sommes. Nous qui nous débrouillons comme nous pouvons, qui sommes issus de la classe moyenne, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais qui, par rapport à ces gens-là, sommes des fourmis. Qui finalement n'avons pas autant à perdre qu'eux. Si le pays devait passer entre les mains d'une puissance, passer dans les mains d'une nouvelle puissance, nous n'aurions finalement peut-être pas tant que ça à perdre. Nous pourrions peut-être partir, tout simplement. C'est nous qui avons le moins à perdre, qui sommes censés aller au front pour défendre les intérêts de gens qui, eux, ont réellement à perdre, et quand ils à perdre, des fortunes colossales. Tout simplement des trains de vie, etc. C'est tout simplement immoral et stupide. Rappelez-vous bien de ça, les amis. Avant la Révolution française, les paysans n'étaient pas envoyés en guerre. Historiquement, en France, envoyer des pères de famille et des jeunes hommes en guerre, c'est un phénomène récent, c'est quelque chose de dégueulasse, tout simplement. Les jeunes hommes qui étaient envoyés en guerre, lorsque ces systèmes-là ont été mis en place, c'était pas des gens qui étaient entraînés au combat. C'était des gamins, des fois, qui avaient des têtes de collégiens. Et que la République française n'a pas eu aucun scrupule à les envoyer. Les gens qui prenaient ces décisions, eux, évidemment, étaient dans des bureaux chauffés à Paris. Ou dans des banques à New York. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, vous allez me dire, mais du coup, toi, tu n'as aucune loyauté envers ton pays, etc. Si. Moi, je fais ma part du marché. En tant que serf, en tant qu'esclave, je suis un citoyen honnête, productif, qui respecte la loi, qui travaille légalement, honnêtement, moralement. Je fais des enfants. Ces enfants deviendront eux-mêmes une force productive pour le pays. Et c'est comme ça que je paie ma part. Et évidemment avec mes impôts.
j'estime que par rapport à ce qu'un pays m'apporte, en termes d'infrastructure, de sécurité, d'opportunités, c'est un bon deal. Je m'installe dans un pays, où je suis né dans un pays. Ce pays m'apporte toute une série d'avantages, comme je l'ai dit, la stabilité, les opportunités, et en échange, je me comporte bien, je fais ce qu'on me demande de faire. C'est-à-dire bosser, participer à l'économie, participer à la croissance de la population. Et voilà. Par contre, je pense que il n'est pas de mon devoir d'aller mourir au front si un jour, des gens très loin, qui eux ne prennent aucun risque, décident de signer un papier. Tout simplement. Je vous parlais de ce passage dans la Bible, je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'est un très beau passage de l'Ancien Testament où, je ne sais plus qui parle, est-ce que c'est un prophète, est-ce que c'est Yahvé, je ne sais plus. Mais ils expliquent en fait quels hommes doivent être envoyés au front et quels hommes ne peuvent pas être envoyés au front. Et par exemple, dans ce passage, ils expliquent qu'un homme qui vient de se marier et qui n'a pas d'enfant ne peut pas être envoyé au front. Et c'est très joliment dit, il faudrait que je retrouve le passage pour vous le lire, mais c'est vraiment plein de sagesse. Et un homme qui vient de se marier, effectivement, ne peut pas être envoyé au front. Parce qu'on estime qu'on ne va pas l'envoyer potentiellement mourir, alors qu'il n'a même pas eu l'occasion de connaître sa femme et de lui faire au moins un enfant. Et il y a plusieurs effectivement, règles comme ça à suivre pour décider de qui est-ce qu'on envoie et qu'on n'envoie pas. Voilà. Il faudrait que je le retrouve. Essayez de le retrouver vous-même, demandez à ChatGPT, mais enfin voilà. Donc, je ne suis pas de ceux qui sont comme ces jeunes issus de pays étrangers qui haïssent la France parce que, soi-disant, elle a fait du mal à leur pays, machin. Et en plus, je suis même plus en France, je suis en Roumanie. Mais ce serait pareil pour la Roumanie. J'estime que je participe de la manière dont j'ai expliqué, mais il n'y a pas de raison pour moi aujourd'hui d'aller au combat. Surtout compte tenu effectivement de ce qu'il y a à gagner, de ce qu'il y a à perdre. Il y aurait une raison d'aller au combat si nous sommes dans un village où il y a un certain niveau de civilisation et nous sommes entourés de barbares. Les barbares, on le sait, s'ils réussissent à franchir la ligne de défense du village, vont tout détruire. À ce moment-là, effectivement, il y a tout intérêt à ce que chacun des villageois prenne les armes et défendent effectivement le village. Parce que si le village tombe, tout le monde tombe. Ce n'est pas le cas aujourd'hui au niveau de grands conflits internationaux, machin. La République française a envoyé des jeunes hommes au front qui n'étaient même pas majeurs. Et il faut savoir que dans les arrières-lignes, il y avait je crois que c'était des gendarmes d'ailleurs, avec des mitrailleuses. Ces jeunes hommes qui étaient envoyés, qui peut-être une semaine auparavant étaient en train de traire des vaches, travailler un champ ou apprendre à couper des morceaux de bois, se retrouvent au fond, avec une arme, tremblants, terrifiés. Et ceux d'entre eux qui décidaient de fuir les lignes, les gendarmes les attendaient en arrière-ligne avec des mitrailleuses. C'est ce qu'on appelle des déserteurs. Un déserteur, c'est un jeune homme terrifié qu'on a envoyé au front parce que un politicien, un banquier, a décidé qu'il fallait faire cette guerre, d'accord ? Qui ne demande qu'une chose, c'est rentrer chez lui pour voir sa mère, et on le mitraille. C'est ça qu'on appelle un déserteur. Dans la mesure du possible, les amis, essayez de ne pas être le dindon de l'histoire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Pet Digital. Ciao.